Alors, le titre de ce colloque renvoie à une notion d'Europe qui mériterait d'être définie. C'est un objet insaisissable et je remercie tous les collègues qui ont accepté pour essayer de le saisir, de l'attraper, de l'approcher, d'être venus de nombreux pays européens. Nous n'allons pas avoir des collègues venus de tous les pays européens, mais enfin, les nombreux pays sont représentés. Et aujourd'hui, l'Europe nous évoque d'abord l'Union européenne, dans l'état où elle se trouve. Mais l'Union européenne n'est qu'une construction institutionnelle récente, fragile, qui s'appelle construction d'ailleurs, processus en cours, par rapport à la longue histoire de l'Europe. Et du point de vue historique, dont nous allons entendre parler par M. Vogel pour ouvrir cette rencontre, l'Europe est une mosaïque de cultures, de langues, d'histoires, d'expériences, de la plus grande diversité. Et du point de vue de l'histoire du droit, il y a au moins deux grandes Europes, celle d'Orient et celle d'Occident. Le mot Occident est lui-même un produit de cette histoire du droit, puisqu'il désigne la cassure de l'Empire romain en deux morceaux, avec deux expériences institutionnelles extrêmement différentes, entre d'une part un Orient qui garde un empereur 1000 ans de plus, mais avec des églises dispersées, et au contraire, un Occident où le pouvoir politique est dispersé et où c'est l'Église, la papauté, qui va prendre un rôle d'unification. Ce petit bout de continent a été déchiré par des conflits innombrables. C'est un territoire détrempé de sang. Et le XXe siècle a vu l'expérience de conflits inouïs jusqu'alors, car usant des outils de l'industrie pour procéder à des massacres de masse. Et ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe est né, au fond, de cette expérience d'une guerre civile européenne qui a duré 30 ans, de 1914 à 1945. À l'issue de cette guerre, à l'échelle de l'Europe, mais plus largement à l'échelle du monde, on a assisté à ce qu'on peut appeler un sursaut dogmatique, l'idée selon laquelle les sociétés pouvaient être gouvernées par les lois de la biologie ou des lois objectives de l'histoire qui ne laisseraient pas place, au fond, à la liberté humaine, a été répudiée au profit de l'affirmation de principes fondamentaux. À l'échelle mondiale, ça s'est fait avec des documents comme la Déclaration de Philadelphie, la Déclaration universelle de 1948, la création de l'Organisation des Nations Unies et de ses agences spécialisées, qui visaient à établir des solidarités à l'échelle du monde. L'UNESCO en matière de culture, l'OMS en matière de santé, la FAO en matière de lutte contre la faim, et l'OIT, la doyenne, qui avait vu le jour au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en matière de travail. Manque à ce dispositif une agence qui s'occuperait de problèmes qui n'étaient pas vus à l'époque, qui sont les limites des ressources de notre planète et donc les questions écologiques. Et le projet européen est né dans cette vague de l'après-guerre, non sans mal, et il a pris deux visages. D'abord, et le plus rapidement, le Conseil de l'Europe, fondé en 1950,
qui réunit un beaucoup plus grand nombre de pays, mais qui déjà voit se briser l'un des apports qui avait été celui de l'après-guerre, qui est l'unité des droits de l'homme. Le Conseil de l'Europe va distinguer, séparer, d'un côté les droits civils et politiques, dotés d'une cour qui peut être saisie par les individus et condamner les États, et d'autre part les droits sociaux, économiques et culturels qui sont relégués dans un type de contrôle para-administratif inspiré de celui de l'OIT, au sein du Comité européen des droits sociaux, qui fait un travail remarquable, mais qui n'a pas les privilèges juridictionnels. À bien des égards, cette séparation des droits civils et politiques, d'une part, et des droits économiques et sociaux, d'autre part, est une séparation elle-même dogmatique qui n'a aucun fondement. Il est clair, par exemple, que quelque chose comme le droit à la santé peut être objecté à un employeur indépendamment de toute intervention de l'État, et qu'en revanche, le droit de propriété intellectuelle ou le droit d'accès au juge suppose des actions positives de l'État. Donc ce tournant du Conseil de l'Europe est ambigu parce qu'il est idéologiquement à la fois une affirmation des droits de l'homme, mais aussi on commence leur fragmentation. Et puis, la grande affaire ensuite, ça a été la création de ce qu'on appelait la Communauté économique européenne, et qui reposait sur une idée ancienne, que celui auquel on l'attribue, à juste titre d'ailleurs, c'est Montesquieu, c'est l'idée de doux commerce. Montesquieu écrit « L'effet naturel du commerce est de porter à la paix. Deux nations qui négocient ensemble se rendent réciproquement dépendantes. Si l'une a intérêt d'acheter, l'autre a intérêt de vendre, et toutes les unions sont fondées sur les besoins mutuels. » Donc il y avait cette idée que le rapprochement des peuples pourrait se faire par une sorte de détour économique. On n'a pas lu Montesquieu jusqu'au bout. La phrase suivante dans l'Essai sur les lois, c'est « Mais si l'esprit de commerce unit les nations, il n'unit pas de même les particuliers. Nous voyons que dans les pays où l'on n'est affecté que de l'esprit de commerce, on trafique de toutes les actions humaines et de toutes les vertus morales, les plus petites choses, celles que l'humanité demande, s'y font ou s'y donnent pour de l'argent. » Donc il y avait chez Montesquieu l'idée qu'entre les nations, le commerce s'apaise, mais qu'à l'intérieur des nations, il ne peut être le principe fondateur d'un ordre politique. Quoi qu'il en soit, les visions qui se sont opposées au moment de la création de la Communauté économique européenne ont toutes été démenties par les faits. Il y avait d'un côté la vision des pères fondateurs, je suis désolé, c'est pas très correct, mais enfin c'est vrai du point de vue historique, selon lesquels le marché était justement le détour qui allait conduire l'Europe progressivement à une union toujours plus étroite et à une union politique. C'était la vision de Schuman, de Jean Monnet, par exemple. Et puis, à cette vision s'est opposée la vision gaulliste ou gaullienne d'une Europe des nations qui, selon le général, devait embrasser aussi la Russie sur le long terme et qui pensait pouvoir organiser des solidarités économiques sans remettre en question les souverainetés nationales. En fait, aucun de ces deux projets ne s'est réalisé. Ce qui est advenu, c'est autre chose, ainsi que l'a montré Perry Anderson dans un très beau livre qui a été traduit aux éditions Agone, un livre astucieux parce qu'il paraît qu'il suffit de mettre le mot « Europe » sur le titre d'un livre pour que le livre ne se vende pas. Donc les éditeurs déconseillent de mettre le mot « Europe ». Et le livre de Perry Anderson, c'est « Le nouveau vieux monde ». Donc il n'y a pas Europe. Et la démonstration de Anderson consiste à dire, eh bien, ce n'est ni l'Europe des nations gaullistes, ni l'Europe de Jean Monnet qui a vu le jour, mais c'est plutôt un ordre
de l'ordre de la catalaxie, pour employer un mot un peu savant, envisagé par Hayek, c'est-à-dire un ordre libéral de marché. Je rappelle en deux mots cette thèse. Elle consiste à dire que la distribution des places et des richesses doit résulter de l'ordre spontané du marché, que toute intervention politique dérègle cet ordre spontané, et qu'il faut donc, disait Hayek, limiter la démocratie, exclure du champ du politique ce qui relève d'une rationalité économique. Et c'est ce qui s'est mis progressivement en place, avec des effets que certains hommes politiques assez visionnaires ont dénoncés dès la signature du traité de Rome. Je pense en particulier à Mendès France, qui, dans un discours célèbre en 1957, déclarait « L'abdication d'une démocratie peut prendre deux formes. » En fait, l'expérience montre aujourd'hui que c'est cumulatif. Soit le recours à une dictature interne par la remise de tous les pouvoirs à un homme providentiel, soit la délégation de ces pouvoirs à une autorité extérieure, laquelle, au nom de la technique, exercera en réalité la puissance politique, car au nom d'une saine économie, on en vient aisément à dicter une politique monétaire, budgétaire, sociale, finalement une politique au sens le plus large du mot, nationale et internationale. Donc ça, c'est le discours de Mendès en 1957. En réalité, rien n'était joué, bien entendu, sur ce qu'allait devenir la communauté européenne, même si les textes exerçaient une certaine contrainte, et en dépit de l'orientation très économique de ces textes, on a vu une ambition politique, sociale se déployer, et dans le domaine social en particulier, il y a eu une période où la Grande-Bretagne étant la seule opposée au développement d'un modèle social européen, ce modèle social a commencé de prendre jour avec un ensemble de directives, de chartes, dont le couronnement, pourrait-on dire, ça a été la charte de Nice, qui est aujourd'hui intégrée au traité et qui fait une place très importante. Il y a toute une partie sur la solidarité, justement, ce qui est un élément tout à fait nouveau dans des déclarations de ce genre. Et c'est autour du concept de solidarité. Donc, on peut dire que les choses n'étaient pas forcément jouées, mais l'Europe est apparue à ce moment-là, enfin, il faut le rappeler, comme une sorte de laboratoire positif d'une mondialisation heureuse. C'est-à-dire comment peut-on réunir des sociétés aux histoires, aux cultures, aux mœurs différentes dans un ensemble harmonieux, au lieu d'avoir un processus de désagrégation et d'hostilité. On sent bien qu'un certain retournement s'est opéré, et il s'est opéré à partir du moment où, on croyait atteindre une sorte de but. Je pense en particulier à l'instauration de l'euro. Parmi les facteurs qui peuvent expliquer ce retournement, j'en mentionne trois très brièvement. Certains seront repris pendant nos travaux. Il y a eu d'abord l'élargissement raté, ce qu'on peut appeler un élargissement raté. L'effondrement du communisme réel était l'opportunité d'une refondation du projet européen, d'une expérimentation en vraie grandeur, d'une solidarité entre des pays ayant acquis un niveau de richesse beaucoup plus élevé, à l'ouest, et des pays dans une situation économique beaucoup moins bonne, à l'est. On aurait pu penser donc à un processus de refondation, de repenser le projet politique, moyennant une sorte de deal où les pays de l'Est auraient accepté un certain nombre de disciplines fiscales, sociales, mais où, à l'Ouest, on aurait été prêt à donner beaucoup et où il y aurait eu un cadre politique commun, respectueux de la diversité et de l'expérience des peuples. Ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées, pour des raisons diverses, mais où la responsabilité des autorités françaises est loin d'être nulle.
il n'y a pas eu, parce que les Allemands ont demandé à ce moment, avant l'élargissement, ils ont dit il faut repenser le cadre institutionnel. On ne peut pas, c'est pas un élargissement comme un autre. Alors les Français qui commençaient à s'inquiéter de cette grosse Allemagne ont fait le mort, et l'élargissement a été opéré comme les précédents, c'est-à-dire élargir, ça veut dire appliquer l'acquis communautaire qu'on greffe tel quel sur des pays qui sortaient d'années de domination soviétique et de régime dictatorial, et au nationalisme exacerbé. On a procédé avec eux un peu comme le FMI procède avec les pays du Sud, où nous savons, donc nous envoyons nos experts, et puis vous allez avaler l'acquis communautaire. Et ça ne pouvait qu'engendrer des réactions à la fois, j'allais dire, utilitaristes et nationalistes, et notamment de dire, bon, bah, ça veut dire que c'est uniquement un marché, donc si c'est un marché, tous les coûts sont permis, et nous allons donc pouvoir utiliser les ressources qui sont les nôtres. Il s'est passé au plan européen la même chose que ce qu'on a vu au plan international, c'est-à-dire, c'est quoi notre avantage compétitif? Eh bien, c'est d'abord des ressources humaines très bon marché. Donc, puisque la règle du jeu, c'est que il faut jouer de notre avantage, eh bien, nous allons jouer cette carte. Et cette carte, évidemment, est destructrice sur le long terme de l'adhésion des populations qui sont ainsi mises en concurrence les unes avec les autres, parce que c'est l'organisation de la mise en compétition des peuples les uns avec les autres. Et de ce point de vue, les questions de détachement ne sont qu'un aspect du sujet. Le deuxième facteur qui a ébranlé la construction, c'est ce que Frédéric Lordon appelle la malfaçon de l'euro, qui devrait appeler une réflexion rétrospective, puisque l'euro était riche de la promesse d'une convergence économique des différents pays européens, et ce à quoi on assiste, c'est une divergence. Bon. Dans un cas comme ça, il y avait une règle en droit maritime, enfin, je ne pourrais pas donner la source, qui fait qu'en cas de naufrage, on devait passer le capitaine en jugement. Pas pour dire qu'il était coupable, forcément, mais pour qu'il doive rendre compte. Vous nous avez dit que vous alliez emmener le bateau là, et puis ça ne marche pas. Alors, dites-nous pourquoi. On peut penser qu'il serait utile, vis-à-vis de l'euro, d'avoir cette espèce de moment de réflexion, de dire il y a eu une erreur, quelque part. Où est-elle? Peut-on la ressaisir? Ce sont des questions, peut-être, dont Gaël Giraud va nous parler. Et puis, le troisième facteur, me semble-t-il, là, dépasse simplement les frontières européennes, c'est à l'échelle internationale, le poids pris par les marchés financiers, le poids pris aussi par l'application extraterritoriale du droit américain, et donc l'organisation du monde autour de liens d'allégeance et non plus sur le mode de l'organisation et des organisations internationales. Donc, nous arrivons au fond aujourd'hui au constat, là, on peut le dire en tant que juriste, que l'Union européenne est un objet institutionnel, Jacques Delors a dit non identifié. C'est à lui qu'on doit cette formule, non identifié, mais ce qu'on peut identifier, c'est qu'il n'a pas de base démocratique. Ça a été souligné de façon très vigoureuse par le juge constitutionnel allemand et d'une façon très solidement argumentée, et qui n'a pas non plus de tête politique. Alors, ça pose un problème pour son avenir, évidemment. D'un autre côté, l'effondrement ou la désagrégation de ce projet de grande ampleur qui a porté toute la génération d'après-guerre ne pourrait se faire sans conséquences très lourdes, catastrophiques. Et c'est ce qui doit nous inciter à essayer de réfléchir, non seulement à poser un diagnostic sur la situation présente, et éventuellement à réfléchir à des remèdes dans un contexte où l'Europe se trouve aussi affrontée à des questions qui n'étaient pas présentes à l'esprit de ses fondateurs, qu'il s'agisse de la question écologique, où il y a des interdépendances objectives entre les États, ou de la question des migrations,
dont les causes sont multiples, mais dont l'une des causes est les dérèglements du commerce international qui fait que des cohortes entières de jeunes dans leur pays, n'ayant aucune espèce d'avenir ni de place, eh bien, migrent. Donc nous arrivons à cette situation où, pour revenir au sujet du colloque, et je vais terminer là-dessus, l'idée de solidarité a été plus ou moins exclue du projet politique européen, si ce n'est sous forme d'aide, d'ajustement provisoire entre les nations. Et au plan interne, elle a été plus ou moins condamnée. Le premier à en avoir fait l'observation d'une façon très acérée est un collègue allemand, Fritz Scharpf, qui, à la fin des années 90, dans un livre qui a été traduit en français sous le titre « Gouverner l'Europe », publié aux presses de Sciences Po, je précise, le premier diagnostiquait ce qu'il appelait une dissymétrie dans la construction européenne entre, d'une part, une capacité d'intégration négative, c'est-à-dire que les dispositifs juridiques européens permettent de forcer un démantèlement progressif des solidarités nationales, plus de services publics, moins d'État social, moins de protection du statut salarial, mais dans le même temps ne sont pas capables de construire des solidarités à un niveau supranational. Donc il y a cette mécanique qui avait été très bien vue par Fritz Scharpf qui continue de se déployer. Alors, lorsqu'on n'a pas... on croit pouvoir chasser le principe de solidarité reposant sur des bases démocratiques, c'est des solidarités délibérées, eh bien, c'est une illusion de penser que la solidarité disparaît. Elle se réaffirme, mais sur des bases identitaires. Tout est bon pour être solidaire dans un monde où on prétend réduire les individus à une poussière de particules contractantes. En fait, les solidarités se réorganisent sur des bases avec le retour en particulier des nationalismes. Et nous sommes aujourd'hui en présence d'une sorte de débat qui oppose d'un côté un européanisme hors sol, porté par une technocratie qui n'a plus guère de contact avec les conditions réelles d'existence des classes populaires en particulier, et d'un autre côté, le retour à des appels à des solutions nationalistes, à la désignation de l'autre comme l'ennemi. Et l'action de la Troïka, en particulier en Grèce, me rappelle, on a vu ressurgir tout d'un coup des flambées de dénonciation de chaque pays. Encore très récemment, après les élections italiennes, on se met à s'insulter d'un pays l'autre. Alors, l'idée de ce colloque n'est pas de pleurer sur une Europe qui coulerait à pic. Je dirais que ce colloque, au contraire, tombe à pic pour repenser ou contribuer modestement à essayer d'éclairer des issues. Et pour le faire, c'est le choix qui a été fait dans son organisation, non pas partir d'une vision normative et transcendante d'une Europe rêvée, mais de commencer, même s'il ne faut pas négliger la force des idéaux dans cette affaire, mais repartir de la vision de l'Europe, de l'expérience de l'Europe, qui est celle des différents pays. En effet, si on circule en Europe, si on va au Portugal, si on va en Grèce, si on va en Allemagne, ou en Suède, ou en Angleterre, eh bien, on a l'impression qu'on nous parle d'autant d'Europe qu'il y a de pays. Il n'existe pas de débat public européen, quasiment. Il existe des débats nationaux sur l'Europe. Et c'est un peu pour contribuer à nouer ce débat que l'idée a été mise en œuvre d'organiser ce colloque. Il s'inscrit de ce point de vue dans la continuité des invitations que j'avais faites l'année dernière de plusieurs collègues allemands qui ont une contribution très importante aux questions qui nous occupent. Je pense à Dieter Grimm, par exemple, qui était venu nous proposer des solutions très
concrète à partir d'un livre qu'il a publié en Allemagne, mais qui évidemment est inconnu des médias français. Donc je remercie encore une fois tous mes collègues. Nous allons commencer, avant de faire cette espèce de tour d'horizon des points de vue nationaux, par une première session qui s'appelle « Les politiques européennes à l'aune de la solidarité » et qui, au contraire, prendra des entrées thématiques, qu'il s'agisse des migrations, des questions fiscales, des questions financières, des questions d'environnement ou de l'Europe sociale. Et pour commencer, donc, je vais passer la parole à Madame Burgorg, à Monsieur Vogel, parce qu'avant de commencer ça, nous allons avoir une mise en perspective historique par Jacob Vogel, qui est un historien actuellement, qui a été professeur à l'Université de Cologne avant d'être professeur à Sciences Po Paris. Il a été le directeur adjoint du centre Marc Bloch à Berlin, qui est un très bel exemple d'échange universitaire entre la France et l'Allemagne. Il a publié récemment des ouvrages collectifs qui portent sur l'histoire européenne, tels que « D'une guerre à l'autre, que reste-t-il de 1870-71 à 1914 ?» Et il a contribué à un ouvrage que je dois recommander tout particulièrement, même si il est impossible, quasiment, j'en ai fait l'essai de le lire dans son lit, tant il est lourd. C'est plus qu'un pavé, c'est... Europa, notre histoire, l'héritage européen depuis Homère. C'est un énorme ouvrage qui a été co-dirigé par Étienne François et Thomas Serrier, paru aux Arènes 2017, où il y a une contribution tout à fait éclairante de M. Vogel sur la tension entre les notions d'empire et de nation. Donc, je lui passe la parole pour commencer, s'il le veut bien.